civil de solidarité, aussi appelé PACS, donc, qui est un contrat conclu entre deux personnes physiques pour organiser, majeures, sans lien de parenté, pour organiser leur vie commune. Donc, en termes de patrimoine, le PACS, contrairement au concubinage, prévoit des règles spécifiques. Donc, à défaut de mention contraire dans le contrat, c'est une séparation de biens qui s'applique entre les partenaires. Donc, chacun est propriétaire personnel de ses propres biens acquis pendant le PACS. Mais il est possible pour les concubins d'opter pour une indivision, c'est-à-dire que les biens acquis ensemble seront indivis pour moitié pour chacun. Donc, ce sera la propriété à 50% de chacun. Alors, peut-être, n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières à traiter, d'être interactif. Je voudrais juste dire que j'ai enregistré la présentation, mais uniquement les participants seront présents dans l'enregistrement et en aucun cas, il n'y aura aucun nom ou visage connu qui sera mis dans la présentation. Si ça vous convient, si ça vous pose un problème, on annule bien entendu. C'est juste pour pouvoir utiliser potentiellement les écrits des présentations ultérieurement. Voilà, pardon. Merci. Et du coup, en termes d'obligations pour le PACS, bon, il y a juste une aide matérielle et assistance réciproque entre les partenaires. Donc, c'est assez faible également en termes d'obligations. La rupture est également libre, mais par voie de notification, et il n'y a pas de justification. Donc, c'est ce qui fait que le PACS reste aussi un mode de conjugalité assez précaire, dans le sens où du jour au lendemain, tout peut s'arrêter pour l'un des partenaires. Et le dernier mode de conjugalité, donc c'est le mariage, qui offre le plus gros niveau de protection. C'est une union célébrée à l'état civil. Toutes les personnes majeures également sans lien de parenté. Les époux se doivent secours, respect, assistance, fidélité et surtout solidarité en termes de finances. La protection, elle passe par la prestation compensatoire qu'on va après développer, et notamment également le régime légal de la communauté réduite aux acquets que Gauthier va développer plus tard. Je vais passer au suivant. Donc ça, c'est un résumé. C'est un peu ce que j'ai dit. Donc voilà, là, vous avez le tableau qui résume vraiment les trois modes de conjugalité. J'aimerais surtout insister, bon, devoir de fidélité, en termes patrimonial, c'est anecdotique, hein, ça n'a pas d'effet. Le devoir d'assistance et d'aide matérielle, il est présent en matière de mariage et de PACS, mais pas de concubinage. Le devoir de secours, c'est que pour les époux mariés, et ça va avoir une importance, notamment lors de la procédure de divorce, puisqu'il y aura une pension alimentaire qui sera due à l'un des deux époux. Vous voyez que le PACS tend à se rapprocher du mariage en termes de tout ce qui est participation aux dépenses et dette du ménage, puisqu'il y a une obligation de participer aux dépenses de la vie courante dans les deux formes d'union. Et il y a une solidarité de principe pour les dettes ménagères, donc les dettes de la vie courante. Voilà. Et du coup, le mariage, on y revient avec la prestation compensatoire qui est réservée aux époux mariés, qui est vraiment, en termes de finances, ce qui protège le plus le partenaire qui est le plus démuni. Pension alimentaire entre membres du couple, théorique pour le PACS, puisque en soi, ils se doivent assistance et de matériel, mais du jour au lendemain, le partenaire peut mettre fin au PACS et cette obligation, elle cesse de plein droit dès la notification. Et enfin, lorsqu'il y a des enfants, bien sûr, quelle que soit l'union, en cas de séparation, celui qui n'a pas la résidence des enfants doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Donc, ça passe par une pension alimentaire en principe. Voilà, vous avez le même tableau qui résume. Oui, vous avez une question ? Sur le PACS, oui. Est-ce qu'il y a moyen quand même de renforcer un petit peu les obligations respectives des deux personnes par un contrat particulier chez le notaire ? Oui, en soi, le PACS, c'est un contrat, donc les partenaires peuvent très bien ajouter des clauses. Oui, c'est un peu sur mesure, mais dans ce cas-là, il faut passer devant le notaire. Et c'est sur mesure. Vous pouvez préciser, oui, parce que le Code civil est assez flou sur la répartition des obligations, notamment en termes de participation aux dépenses. Donc là, vous l'avez dans le tableau. Participation aux charges du ménage, vous regardez la deuxième ligne, PACS, proportionnelle aux facultés respectives de chacun, sauf autre répartition dans la convention de PACS. Voilà.
Après, il faut vraiment prendre attache avec un notaire qui vous conseille particulièrement sur ce que vous souhaitez. Voilà, c'était à peu près tout. Oui, aussi les revenus perçus, la dernière ligne, c'est assez important. Le plus important, c'est de comprendre qu'en communauté, Sagotti va peut-être l'expliquer, c'est le seul régime, la communauté, où les revenus, donc les gains et salaires des époux, sont communs. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à moitié aux deux époux. Ce qui n'est pas le cas en Pacs ni au concubinage, où leur salaire reste à 100% la propriété de celui qui perçoit les revenus. Oui. Dans le Pacs, les biens, dans le cadre d'une indivision, les biens achetés ensemble sont communs, mais les revenus, ça reste personnel. C'est-à-dire que les comptes d'épargne de l'un et de l'autre restent personnels. Exactement. Ouais, vite, rapidement sur le logement loué en cas de séparation. On a des règles différentes. En matière de mariage, la cotutélarité est automatique pour le contrat de bail. C'est-à-dire que de plein droit, peu importe qui a signé le contrat de bail, l'autre époux est également partie au contrat du fait de la loi. Donc un époux ne peut pas du jour au lendemain donner congé au bailleur et demander à l'autre de partir. En termes de pacte, oui, c'est ce qu'on appelle le régime primaire impératif. En termes de Pacs, cette solidarité ne joue que... non, solidarité, c'est pour le règlement des loyers, elle existe en mariage et en Pacs, mais la cotutélarité n'est possible que sur notification, donc sur demande des partenaires qui doivent adresser par courrier au bailleur, l'informer de l'existence du Pacs, sinon il n'y aura pas de cotutélarité. Et en termes de concubinage, il n'y a aucune disposition dans la loi, donc il faudrait en théorie, que les deux concubins soient partis au contrat de bail. Ce n'est pas le cas. Seul celui qui est parti peut donner congé au bailleur et du jour au lendemain, l'autre peut être contraint de quitter les lieux. Bien sûr, s'il y a des enfants mineurs, il y a des exceptions. Le juge des affaires familiales peut attribuer le logement, peu importe qui est parti au contrat de bail. Voilà. Voilà. Après, en conclusion, il faut choisir le statut le plus adapté à votre situation. Donc, si vous voulez être le plus protégé, il faut se marier en régime légal de communauté et toujours consulter un notaire, un professionnel, si vous souhaitez vous paxer et prévoir des clauses différentes qui dérogent au Code civil, ou même si vous voulez vous marier et adopter un régime matrimonial spécifique sur mesure, c'est toujours mieux même vous n'avez pas le choix, vous devez aller voir un notaire. Voilà. Après, je vais laisser Gauthier parler des régimes matrimoniaux. Bonjour, je suis Gauthier Ferraton, juriste au cabinet Eiffel Avocat. La question du régime matrimonial constitue un point crucial pour déterminer tout simplement votre patrimoine à l'issue du divorce. Concrètement, le régime matrimonial, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des règles qui régissent les biens des époux. Donc, c'est l'ensemble des règles qui vous permettent de déterminer votre patrimoine à l'issue du divorce. Alors, la première difficulté, ça va être de déterminer quel est votre régime matrimonial. Si vous avez un doute, vous demandez à la mairie où vous êtes marié l'acte de mariage. Vous voyez s'il y a marqué « les époux ont décidé de faire un contrat de mariage ». Si c'est le cas, vous demandez au notaire une copie de votre contrat de mariage et comme ça, vous êtes sûr. Si jamais il y a marqué que les époux n'ont pas fait de contrat de mariage, en principe, vous êtes marié sous le régime de la communauté légale, donc communauté réduite aux acquêts. Attention, point de vigilance. S'il y a un élément de contexte international, comme par exemple vous avez vécu à l'étranger, vous êtes marié à l'étranger, il va falloir consulter un professionnel du droit pour déterminer votre régime matrimonial. Sinon, alors, ça arrive à certaines personnes d'avoir la mauvaise surprise de se rendre compte que leur régime matrimonial a changé en cours d'union parce qu'ils ont vécu 10 ans dans un autre pays et qu'ils sont mariés entre certaines dates. Donc, vigilance. Alors, il y a plusieurs régimes matrimoniaux. Le plus connu, le plus courant, c'est la communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime-là, vous avez deux types de biens. Un, les biens propres, donc les biens qui n'appartiennent qu'à vous ou qu'à votre époux et que vous récupérerez une fois le divorce prononcé. Et de l'autre côté, les biens communs, donc les biens qui appartiennent à la communauté, donc aux deux époux, et il faut attendre la procédure de divorce, voire après, pour que les biens soient séparés en deux. Alors, la grande difficulté dans ce régime, ça va être de déterminer quelle est la nature des biens. Est-ce qu'ils sont propres ou est-ce qu'ils sont communs? Alors, ça peut être un peu technique et c'est assez complexe, mais pour résumer, les biens propres, il y en a trois types. Les biens propres par leur origine, donc tout ce que vous avez acquis avant votre mariage ou que vous avez reçu par donation ou héritage pendant le mariage est propre. Si vos parents vous font donation d'une maison qui vaut 100 000 €, elle est propre.
On a aussi les biens propres par leur nature, donc tout ce qui est linge personnel, voilà, c'est globalement des choses de petite valeur, ça c'est propre et ce ne sera qu'à vous, même si c'est acquis pendant le mariage. Point important, les instruments de travail nécessaires à votre profession sont des biens propres. Encore une fois, nuance, si jamais ils ont été achetés avec des biens communs, c'est-à-dire avec vos salaires, eh bien vous devrez une créance à la communauté. Donc certes, le bien est propre, vous le récupérez, mais vous devrez de l'argent pour la valeur du bien à la communauté. Et enfin, le bien propre par rattachement, je vais donner un exemple. Vous recevez en donation une maison de la part de vos parents, donc c'est un bien propre. Vous décidez de la vendre et de réutiliser le produit de la vente pour acheter une autre maison. Vous faites ce qu'on appelle une déclaration de remploi et la nouvelle maison est propre, même si elle a été acquise pendant le mariage. Et si donc on peut recevoir un bien propre de ses parents pendant le mariage? Exactement. Tout ce que vous recevez par donation, héritage est propre par principe. Il faut le justifier par des factures. Ça va être le point exactement, la question de la preuve, ça va être le nerf de la guerre pour prouver que quelque chose est propre. Non, mais vous anticipez, c'est très bien. Effectivement, on a 3 difficultés dans ce régime-là. Le premier, effectivement, c'est la question de la preuve. Tout ce qui n'est pas prouvé comme étant propre est considéré comme commun. Donc, à moins que votre futur ex-époux soit de bonne foi et reconnaisse la donation faite par vos parents, il va falloir constituer la preuve. Donc, à trouver l'acte de donation, vous pouvez demander chez le notaire, regarder sur le compte en banque, par exemple, montrer qu'il y a l'arrivée de 10 000 euros, etc. Donc ça, c'est des choses pour anticiper le divorce qu'il faut préparer. L'autre point que j'ai un peu évoqué, c'est la récompense. Une récompense, c'est la créance qui est due pour la communauté ou par la communauté. Exemple, vous recevez toujours cette même maison à 100 000 euros de la part de vos parents. Vous décidez de faire 50 000 euros de travaux financés par vos salaires. Les salaires sont des biens communs, donc vous devrez une créance à hauteur de 50 000 euros à la communauté. Donc ça, à avoir en tête, certes, le bien est propre, mais vous devez l'argent à la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des biens qui appartiennent aux 2 époux. Tant que vous n'êtes pas divorcé, ça appartient aux 2 époux. Exactement. Il faudra faire ensuite une procédure de liquidation-partage pour que chaque bien soit attribué ou à l'un ou à l'autre. En théorie, chacun a 50% des droits dessus. Et donc là, effectivement, quand intervient la liquidation, il y a 2 moments où ça peut intervenir. Les salaires ne sont pas équivalents. Parce qu'en fait, les salaires vont être communs dans tous les cas. Ça, c'est la règle en communauté légale. Mais à la fin, on va faire la somme de tous les biens communs. Et on va diviser en 2. C'est pas en prorata, exactement. Exactement. Parce que les salaires sont communs. Donc, vous recevez 10 000 euros, votre mari reçoit 1 000 euros. Il y a 11 000 euros qui sont communs. Et donc, on a ce qu'on appelle la liquidation des biens communs. Ou bien ça intervient pendant la procédure de divorce, ou quand on fait un divorce par consentement mutuel pendant qu'on divorce, donc on règle le sort des biens. Mais vous pouvez avoir une très mauvaise surprise de faire un divorce où le sort des biens n'est pas réglé dans le divorce. Donc, souvent, quand on vous vend un divorce peu onéreux et très rapide, vous êtes divorcé, mais à l'issue du divorce, vous êtes en indivision avec votre ex-époux sur tous les biens communs, et il faudra refaire une nouvelle procédure en liquidation-partage pour que les biens soient répartis. Donc, ça a le mérite de permettre de divorcer rapidement, mais vous vous retrouvez avec une nouvelle procédure à entamer. Alors, autre régime, le deuxième plus courant, c'est le régime de séparation de biens. Par principe, tout est bien personnel à l'un ou à l'autre époux. Donc, les salaires sont des biens personnels. Néanmoins, exception et pas des moindres, souvent, les époux en séparation de biens décident d'acheter ensemble un bien indivis. Et là, le piège, c'est de penser que chacun est propriétaire à hauteur de ce qu'il a remboursé de l'emprunt. Chacun est propriétaire à hauteur de ce qu'il y a dans l'acte d'acquisition. Donc, si vous acquérez le bien à 50-50, mais que vous remboursez 90% du bien, vous n'êtes quand même propriétaire qu'à 50%. Il y a des possibilités d'action devant le juge pour récupérer la créance, mais les juges sont très peu enclins à l'accorder pour éviter les comptes qui auraient plusieurs années. Enfin, petite nuance, pour le régime de séparation, on peut adjoindre une société d'acquêt, c'est assez rare, ça se fait plus beaucoup, où on met un bien qui sera sous le régime de la communauté dans ce régime séparatiste. Voilà, c'est assez anecdotique, mais si vous avez ça sur votre contrat de mariage, comme ça, vous saurez. Et enfin, dernier régime, et pas des moindres, la participation aux acquêts, de manière très schématique. Pendant le mariage, c'est séparatiste, et au moment de la dissolution, donc au divorce, c'est plutôt comme la communauté. Concrètement, on regarde de combien chaque époux s'est enrichi. Donc, si monsieur avait 1 000 euros au début du mariage et qu'il a 2 000 à la fin, il s'est enrichi de 1 000. Si madame avait 0 et qu'elle a 500 à la fin du mariage, elle s'est enrichie de 500.
On fait la moyenne des deux enrichissements, donc 1000 et 500, et l'époux qui a le plus gros enrichissement verse une somme qui permet que chacun ait le même enrichissement. Donc, dans mon exemple précis, monsieur verse 250 à madame, les deux époux ont 750 € d'enrichissement. Eh bien, Maître Esther est digne représentante de ce contrat, qui n'est pas le plus courant. Ça a failli être le régime légal, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, si on l'a, il faut savoir. La réforme de 1965, c'était celui-là? Non, ça en était encore un autre, mais ça a failli être le régime légal à l'issue de la réforme de 65. Voilà. Là, attention, petit piège. Donc, si jamais le sort des biens n'est pas régi pendant le divorce, donc vous pouvez le faire après, seulement l'action pour profiter de la moitié de l'enrichissement de l'autre époux se prescrit par 3 ans. Donc, si vous divorcez, vous attendez 3 ans et 1 jour, vous ne pourrez plus exercer l'action pour récupérer l'enrichissement de l'époux. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. Je te remercie, Gauthier. Joanne Elia, donc avocate au sein du cabinet Eiffel Avocat. On veut maintenant aborder des petits tips quand vous abordez la question d'un divorce, puisque on est souvent dans l'œil du cyclone. On aborde donc la séparation donc il y a toute une série de problématiques et de réflexes à adopter. Premièrement, il faut réfléchir et se préparer émotionnellement. Donc, il faut surtout ne pas agir sous l'impulsion, essayer d'être réfléchi. Et surtout, comme on vous l'a dit précédemment, s'entourer de professionnels, voilà, sur lesquels vous pouvez compter, de notaires. N'hésitez pas, voilà, à prendre quand on parle, par exemple, dans le domaine médical, on va consulter plusieurs médecins. N'hésitez pas, pareil, voilà, vous abordez une séparation, votre divorce, n'hésitez pas à dialoguer et trouver la bonne chaussure à votre pied. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à consulter un avocat en droit de la famille. Voilà, on vous recommande. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais parfois c'est vrai qu'on entend je suis allée voir un avocat, un ami de ma cousine. Non, il faut aller voir un avocat qui soit compétent sur des questions. Vous traversez un moment qui est pas facile, et donc il est important d'avoir un soutien, d'avoir une personne qui puisse répondre à vos différentes problématiques, puisque c'est votre avenir, vos enfants. Et surtout le bien-être de vos enfants, puisque le bien-être financier en dépend, voilà, qui va vous permettre de vous orienter. Avant le premier rendez-vous avec votre avocat, il est important de préparer ce premier rendez-vous afin qu'il soit le plus constructif possible, de poser toutes vos questions, de poser vos interrogations et également de demander voilà, les questions ou les choses à ne pas faire. Il y a effectivement des mails à ne pas envoyer ou pas. Parfois, on envoie le fameux mail où on dit non, mais je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas vivre. C'est un petit peu embêtant de dire ça, puisque par la suite, si vous allez essayer de démontrer quelque chose, il faut absolument être réfléchi et se dire qu'en droit français, c'est un système de preuve écrite. Donc, tout est, il faut vraiment que tout soit produit. Donc, il faut, alors il y a certaines personnes qui sont organisées, d'autres qui le sont moins, mais il faut essayer d'organiser et de commencer la collecte des documents essentiels, donc les documents d'état civil, les documents en ce qui concerne l'immobilier, récupérer les titres de propriété, récupérer les contrats de prêt, récupérer un maximum de documents, puisque c'est vrai qu'une fois que le mot divorce sera posé, eh bien c'est vrai que peut-être que les documents seront moins faciles à obtenir. Et puis je précise, voilà, parce que parfois il peut y avoir comme ça des petites angoisses, qu'il n'y a pas de vol entre époux.
Je le précise parce que souvent, on a des clientes voilà, qui sont très angoissées, qui se disent « mais je ne suis pas sûre, est-ce que c'est possible de faire ça ?» Voilà, il n'y a pas de vol entre époux, donc tant qu'on essaie de construire votre avenir, donc il faut absolument voilà, se munir d'un certain nombre de documents et essayer d'organiser parce que on essaye voilà, d'être là pour essayer d'aborder votre divorce le plus sereinement possible et que ce soit le moins difficile possible. Alors, quand on divorce, il y a cette notion donc de devoir de secours. Donc, Mhm. Et donc, si les contrats de mariage, si on se rappelle de l'étude cabinet des contrats, ils ont archivé, ils ont l'obligation d'archivage. Voilà, tout à fait. Il faut demander la copie de votre contrat de mariage, c'est fondamental. C'est fondamental et comme le disait voilà, tout à l'heure Théo et Gauthier, c'est très important de déterminer le régime qui est applicable parce que dès qu'il y a un élément d'extranéité, nous, ça nous est arrivé d'avoir des clientes qui pensaient être soumises au régime de la communauté. En fait, pas du tout. C'est soumise au régime de la séparation parce que 1 an après leur mariage, ils avaient vécu dans un pays. Donc, il faut vraiment faire attention dès qu'il y a un élément d'extranéité. Voilà, bien évidemment, bon, il faut éviter voilà, d'avoir des comportements qui peuvent être répréhensibles, d'envoyer voilà, des messages menaçants, voilà, l'idée étant de préserver voilà, les enfants du contexte voilà, familial. Et évidemment, ne pas précipiter voilà, les décisions. J'aimerais aborder la question du devoir de secours. Qui est une notion voilà, très importante donc, dont peuvent bénéficier simplement voilà, les épouses voilà, qui sont mariées, en France. Donc, ça découle de l'article 212 du Code civil, donc, qui impose respect, fidélité, secours et assistance. Alors, que veut dire cette phrase? Cela veut dire que quand on est marié, par cet effet, on est obligé l'un l'autre de se supporter moralement, mais aussi matériellement. Ce qu'on ne veut pas au moment du divorce, c'est que l'un des époux soit dans une situation de précarité et que l'autre époux ne puisse plus faire face à ses dépenses essentielles. Alors, la question qui est très importante, c'est de savoir à qui s'applique ce devoir de secours. Alors, le devoir de secours ne concerne que les couples mariés. Alors, si par exemple, vous avez été pacsé pendant 10 ans et qu'ensuite vous êtes marié 2 ans, le calcul, pour calculer le devoir de secours, on ne prendra en compte que les 2 années de mariage. Donc, c'est très, très important. Ce devoir de secours, donc, il va permettre donc, à l'époux qui est le moins bien loti de bénéficier donc, d'une aide financière et ça va s'appliquer donc, pendant tout le divorce et lui permettre voilà, de vivre décemment voilà, pendant la procédure de divorce. Alors, quand et comment s'applique-t-il? Alors, le devoir de secours, donc, il se confond très souvent, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la contribution aux charges du mariage, puisque le principe qui est posé par l'article 214 du Code civil, c'est qu'on est, on est supposé participer aux charges du ménage à proportion des facultés respectives. Donc, il ne faut pas confondre ce devoir alimentaire de secours avec la contribution aux charges du mariage qui n'a absolument rien à voir et qui est fondamentale et qui doit durer donc pendant tout le divorce. Alors, comment faire pour bénéficier de ce devoir de secours? Donc déjà, premièrement, une question importante, c'est qu'il faut le demander, ce devoir de secours. C'est pas, on ne l'a pas forcément, il faut donc le demander et il faut ensuite que l'un des époux se situe dans une situation de précarité, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'emploi ou qu'il ne puisse pas faire face donc, à ses besoins essentiels seul. Et il faut que l'autre époux donc, soit en capacité effectivement de lui donner un devoir de secours.
Ce sera le juge qui appréciera donc le montant de ce devoir de secours. Il n'existe absolument pas de barème. Parfois, on voit sur les sites internet qu'il y a des barèmes. C'est pas du tout le cas. C'est une appréciation voilà, qui est complètement subjective, individualisée et au cas par cas selon la situation. Et ensuite, donc, on va vous expliquer donc, les formes du devoir de secours. Donc, la forme la plus courante, donc, c'est un versement mensuel qui s'appelle la pension alimentaire du devoir de secours, qui n'est absolument pas à confondre avec la pension alimentaire qu'on verse aux enfants et qui est vraiment versée pour l'autre époux. Ça peut être également un avantage en nature. Donc, qui est très fréquent, par exemple, dans le cas d'un divorce, on dit, bah, voilà, j'attribue gratuitement le domicile conjugal à titre de devoir de secours. Donc, ça se fait fréquemment, par exemple, si l'épouse n'a pas d'emploi. Après, il peut y avoir également un devoir de secours qui est mixte, où on va attribuer donc une somme d'argent, par exemple, si l'épouse ne travaille pas, et en même temps l'attribution gratuite voilà, du devoir de secours. Et c'est pour ça qu'on dit que les combinaisons sont tout à fait possibles. L'idée étant qu'on veut permettre voilà, à l'épouse ou à la partie voilà, la moins bien lotie de pouvoir vivre décemment, de pouvoir faire face à ses besoins essentiels pendant toute la procédure voilà, de divorce. Alors, bien évidemment, si vous ne payez pas le devoir de secours, donc vous serez coupable d'une infraction. Oui. Si on prend le cas d'un couple qui a des enfants qui sont grands et qui travaillent, est-ce que ça influe dans l'appréciation? Alors, c'est une très, très bonne question. Comment est-ce que… Répète là, parce que je ne suis pas sûre que les personnes ont tous entendu. Alors, donc, madame me pose la question de savoir si, par exemple, le fait que les enfants donc, soient majeurs et indépendants financièrement, est-ce que madame va quand même pouvoir bénéficier d'un devoir de secours? Alors, voilà. Alors, là, on est sur la question donc, de la situation financière de la femme, en l'occurrence, enfin, souvent, voilà, la partie la moins bien lotie. On ne va pas regarder, enfin, le fait que les enfants soient indépendants financièrement ne va pas impacter, enfin, on peut le prendre en considération parce que pour déterminer le montant du devoir de secours, le juge va regarder les revenus de chacun, les revenus donc, du débiteur et du créancier donc, de devoir de secours, mais également les charges réciproques. Si par exemple, voilà, vous devez payer tel emprunt, par exemple, et que vous ne pouvez plus payer cet emprunt, par exemple, justement, le juge va décider qu'au titre du devoir de secours, telle partie pourra payer en plus une part plus importante du crédit ou la totalité du crédit. Et peut-être que si les enfants, s'ils sont indépendants financièrement, ce sera peut-être justement plus une charge pour le débiteur. Donc, ce sera un point, un bon point pour la partie voilà, qui serait créancière du devoir de secours. Et il faut savoir également que ce devoir de secours, donc c'est un principe qui est bien ancré en droit français. Si vous ne payez pas le devoir de secours, vous commettez une infraction. C'est le délit c'est le délit d'abandon de famille. C'est puni par la loi de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et si vous commettez cette infraction, vous pouvez très bien être cité devant le tribunal correctionnel et c'est très, je veux dire, en droit français, aussi bien la pension alimentaire que le devoir de secours sont des principes qui sont bien ancrés et on a plutôt intérêt à les faire respecter et à poursuivre son engagement. Dans tous les cas, vous pouvez également prendre des huissiers pour faire exécuter votre décision si elle n'est pas suivie des faits. Je propose qu'on aille un peu plus vite parce que comme on a encore beaucoup de choses à voir. La prestation compensatoire. Oui, alors moi je suis maître Vanessa Suyed et je suis donc associée de maître Elia au cabinet Eiffel Avocat. Donc je vais traiter rapidement mais de manière assez complète sur la prestation compensatoire. Donc c'est à mon sens la notion juridique en cas de divorce la plus protectrice de l'époux ou de l'épouse qui se trouve le plus démuni suite au divorce. Alors de quoi s'agit-il? C'est une compensation pécuniaire qui est destinée à corriger le déséquilibre qui va être occasionné par le divorce. Donc c'est pour rétablir en fait l'équilibre financier et atténuer les conséquences du divorce. Alors en général, le bénéficiaire de la prestation compensatoire, c'est souvent celui qui a vu sa carrière un peu mis en sommeil
ou qui a eu des pauses dans sa carrière professionnelle. Donc, très souvent, la femme qui s'est arrêtée professionnellement, notamment quand elle a eu les enfants, un petit peu au premier enfant, un peu plus au deuxième et encore un peu plus au troisième. Et donc, il se voit avec une situation financière qui n'est pas équitable avec celle de son mari, qui lui ne s'est pas arrêté. Et donc, elle verra cela impacter notamment sur le niveau de son salaire, sur ses droits à la retraite, voilà, du fait de ces arrêts. Donc, cette prestation compensatoire, donc en cas de divorce, donc uniquement pour les couples qui ont été mariés, c'est un peu comme pour le devoir de secours, faut-il encore la demander? Donc, que vous envisagiez une séparation à l'amiable ou une séparation judiciaire, contentieuse, il faut voir avec votre avocat vos droits à prestation compensatoire, voir si vous serez créancière ou pas d'une prestation compensatoire. Toutes les femmes ne le sont pas. Quand les femmes ont des revenus assez conséquents, très proches de ceux du mari, que la durée du mariage n'est pas très importante, elles ne sont pas systématiquement créancières d'une prestation compensatoire. Donc, n'hésitez pas peut-être en amont, avant d'engager une procédure de divorce ou d'en parler à votre conjoint, d'aller voir un professionnel du droit qui va calculer vos droits à prestation compensatoire. Donc, il faut la demander. Il faut ne pas hésiter, donc avoir quelqu'un bien sûr qui ne fait que cette matière, qui va vous calculer et voir avec cet avocat les différentes formes également qu'elle pourrait prendre. Parce qu'en fait, la prestation compensatoire, donc avant de voir la forme, on va voir déjà ses critères, les critères d'attribution. Donc, il y a d'abord la durée du mariage. Plus vous avez été marié longtemps, plus vous aurez le droit à une prestation importante. L'âge et l'état de santé. Plus vous êtes jeune, plus la prestation sera faible. Plus vous êtes âgé, plus elle sera importante. Si vous avez des problèmes de santé également, c'est à prendre en compte, la prestation sera d'autant plus conséquente. Si vos droits à la retraite sont diminués ou impactés parce que vous êtes arrêté professionnellement, notamment pour élever vos enfants, c'est également un critère qui est à tenir en compte. Les qualifications aussi des parties, si vous n'avez jamais travaillé, vos droits à prestations compensables seront importants. Si vous avez une très belle carrière professionnelle, que vous êtes bardé de diplômes, que vous avez travaillé pendant 15 ans, que vous pouvez facilement retrouver un emploi, également, la prestation sera moindre. Si également vous avez beaucoup de patrimoine, c'est également à calculer au moment de la liquidation. Donc, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte et il y a des méthodes de calcul qui ont été élaborées par des notaires, par des magistrats. Il y a plusieurs méthodes de calcul qui arrivent à des résultats souvent différents. Et donc, les avocats, on a l'habitude de faire 2 ou 3 méthodes, de faire ensuite une moyenne, même si d'expérience, devant le jeu aux affaires familiales, les résultats qu'on obtient ne sont pas une copie identique des résultats qu'on obtient suite à ces méthodes. Comment dirais-je, quand vous décidez de divorcer à l'amiable, cette question peut également, donc vous pouvez voir ça avec votre futur ex-mari, et votre futur ex-mari peut décider d'être un peu plus généreux que les méthodes de calcul, ou au contraire dire qu'il ne souhaite pas vous verser une prestation compensatoire, auquel cas il faudra malheureusement passer au contentieux pour en obtenir une. Donc, elle peut prendre différentes formes. Elle peut prendre la forme d'un capital, c'est-à-dire une somme qui va vous être versée immédiatement au moment du divorce ou dans les 12 mois de la séparation. Donc, Maître Esther abordera dans quelques instants donc la fiscalité de la prestation compensatoire, mais le capital est souvent avantageux. Et puis, au moins, vous êtes sûr de l'avoir. Parce que lorsque c'est une rente, elle peut ensuite ne pas être payée. Votre conjoint peut arrêter de payer, peut aller s'installer à l'étranger, peut demain vous mettre dans une situation. Voilà, et puis vous êtes encore un petit peu en dépendance aussi, tous les mois de percevoir une somme d'argent, alors que quand vous avez un capital, on verra que c'est intéressant fiscalement, mais que c'est aussi une sécurité souvent pour l'épouse. Ça peut également être une rente viagère si vous n'avez jamais travaillé, si vous avez un âge, vous commencez à avancer dans l'âge, le magistrat peut très bien décider, ou même à l'amiable, que vous aurez une somme mensuelle à vie que votre conjoint vous versera. Ça peut également l'attribution d'un bien, ça peut être l'attribution d'un bien commun, voire même d'un bien propre parfois. Ça peut être également un droit à usufruit, enfin ça peut prendre plusieurs formes et ça peut également prendre une forme mixte. Si par exemple votre avocat vous dit que vous avez le droit à une prestation compensatoire de 200 000 €, que votre conjoint n'a pas à la trésorerie, ça peut être par exemple 50 ou 80 000 € de capital et ensuite une rente sur 8 ans, par exemple, venant compléter pour arriver aux 200 000 €. Donc, cette prestation compensatoire est vraiment une sécurité financière pour la femme, qui lui permettra soit de se reloger décemment, d'acheter un appartement ou de louer, d'être un peu tranquille, soit de pouvoir investir des fonds dans des placements intéressants. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à voir ça en amont avec son avocat et à la demander et parfois à se battre même parce que parfois, la partie… Parfois, je ne vais pas dire l'époux ou l'épouse, la partie celle qui a le plus de moyens, peut rechigner à en payer une, alors que vous y avez tout à fait le droit. Donc, vous verrez ensuite, Maître Esther, la fiscalité de la prestation compensatoire. Moi, je vais passer donc rapidement à la pension alimentaire pour l'enfant. Donc, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Donc là, ça a une visée
non pas pour l'épouse, mais pour l'enfant. Donc, mais indirectement, c'est aussi une sécurité matérielle pour la femme, puisque souvent, dans 63% des cas, à peu près, c'est la maman, la femme, qui a la résidence principale des enfants. Donc, pouvoir recevoir une pension alimentaire pour son enfant, c'est aussi un soulagement, c'est voilà, pour l'épouse, pour pouvoir lui maintenir un niveau de vie correct pour ses enfants et indirectement pour elle aussi. Donc, le fondement, bien sûr, c'est l'intérêt de l'enfant. Voilà, c'est une équité parentale parce que l'autre parent, donc souvent celui chez lequel l'enfant ne vit pas, paiera en fonction donc, de ses capacités financières et ça permet à l'enfant de maintenir un niveau de vie un petit peu cohérent lorsqu'il est aussi bien chez son papa que chez sa maman. Alors, il y a donc, comment dirais-je, donc des barèmes que vous verrez sur le site du ministère de la Justice pour permettre de calculer ces prestations compensatoires. Ils sont plus ou moins suivis par les magistrats. Et donc, il s'agit en fait, donc ça s'appelle dans le Code civil la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Donc, c'est tous les frais de la vie quotidienne de l'enfant. Donc, ça peut être les frais de garde, les frais d'alimentation, de santé, les vêtements. Ça peut aussi prendre, dans certains cas également, les frais scolaires, les frais de cantine. Dans certains cas également, les activités extrascolaires, ou parfois, il peut y avoir une pension alimentaire et les parents peuvent décider de partager les activités extrascolaires qui font moins partie du quotidien de l'enfant, qui sont parfois facultatives, qui peuvent s'arrêter à certains moments. Donc, il faut vraiment également avec votre avocat, voilà, voir et vous battre pour avoir, surtout si vous avez la résidence principale de l'enfant, une contribution qui soit réaliste, qui tienne compte des besoins de l'enfant et aussi des revenus du débiteur, souvent le mari, voilà, qui a des revenus importants. Et également, si vous êtes en résidence alternée, la pension alimentaire pour les enfants est tout à fait possible. Exactement, parce qu'en fait, elle vise les enfants. Et elle ne s'arrête pas aux 18 ans de l'enfant. C'est une question qu'on nous pose souvent. La prestation, la contribution pour les enfants perdure à la majorité jusqu'à ce que l'enfant soit autonome financièrement, qu'il ait à peu près l'équivalent d'un SMIC, donc qu'il puisse subvenir à ses besoins. Donc, si votre enfant qui fait des études de médecine continue à résider chez vous, la pension alimentaire continue, elle peut être aussi réévaluée. Vous pouvez ressaisir aussi le juge si vous avez divorcé quand l'enfant avait 8 ans et que votre enfant à l'adolescence ou à 18 ans a des besoins plus importants. Ne pas hésiter, soit à trouver une solution à l'amiable avec votre ex-mari, soit à ressaisir le JAF pour demander une augmentation de cette pension alimentaire qui est révisable en fonction des aléas et dès qu'il y a un élément nouveau dans la situation des enfants. Et donc, elle ne s'arrête pas aux 18 ans. Si vos enfants font de longues études, elle peut perdurer jusqu'à ce qu'ils soient autonomes financièrement. Voilà, donc ça, c'est une partie vraiment… Si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les trouver dans le chat. Exactement. Exactement. Bien sûr, bien entendu, s'il y a une grosse disparité de revenus, il peut tout à fait y avoir une contribution à l'éducation des enfants en cas de résidence alternée. Et ça arrive régulièrement. Voilà, que des mamans qui gagnent 2-3 fois moins que le mari, qui ont des charges fixes chaque semaine avec leur enfant, et bien entendu une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Alors, quid si le papa ne paye pas, ou la maman, ça peut arriver aussi dans l'autre sens, enfin, quand je dis le papa, c'est… Voilà, ça peut être aussi la maman. Donc, la CAF a mis en place, donc il y a une agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire. Donc, il ne faut pas hésiter donc, à se retourner vers la CAF. Et donc, l'agence l'ARIPA, ça s'appelle, donc vous mettra… en place, vous aidera à recouvrir votre pension alimentaire, il y a des formulaires à remplir, etc. Et souvent, la CAF va se substituer aux parents défaillants, donc va payer la pension alimentaire à la maman créancière et va se retourner ensuite sur le père débiteur voilà, pour obtenir le paiement de la pension alimentaire. C'est pas capé, ça ? C'est capé, mais en général, bon, après, ça dépend de la pension alimentaire. Oui, effectivement, c'est capé. C'est capé, mais souvent, la plupart des pensions alimentaires, elles ne sont pas non plus très élevées. Voilà. Donc, il y a déjà au moins cette garantie. Après, il y a également d'autres garanties. Il y a le paiement direct. Vous avez un titre exécutoire. Vous pouvez très bien aller voir un huissier de justice qui va ensuite rechercher les comptes bancaires de monsieur, si vous ne le savez pas, et qui peut ensuite faire des saisies sur les comptes bancaires. On peut également faire des saisies attributions sur les salaires. Donc, il y a quand même des moyens. La difficulté, souvent, c'est que l'ex-époux ou épouse aujourd'hui, parfois hésite, se dit que s'il commence à aller voir un huissier, à faire des mesures un peu coercitives, ça va tendre ses relations avec son ex-mari ou son ex-femme et que par conséquent, il y aura des répercussions sur les enfants. Mais il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a une décision de justice qui a été rendue, c'est pas pour faire joli, c'est pour être appliqué. Et donc, il ne faut pas hésiter ensuite à faire, voilà. Il y a également une procédure qui s'appelle l'abandon de famille. Et là, si on veut aller un peu plus loin, on peut porter plainte pour abandon de famille. Donc, si le parent ne paye pas 2 mois consécutifs l'intégralité de la pension alimentaire, et on peut également même directement faire une citation directe, c'est-à-dire mettre son conjoint devant une juridiction pénale,
Voilà, ça ne vous, comment dirais-je, la pension alimentaire ne sera pas payée, mais le conjoint aura un casier judiciaire et ça peut être très dissuasif pour qu'il se mette à payer. Parce qu'il y a des professions où c'est très compliqué d'avoir un casier judiciaire, puis je pense que c'est agréable pour personne de toute manière, et ça peut également donc dissuader le conjoint et puis le ramener à la raison dans la durée de la procédure pour qu'il se remette à payer la pension alimentaire pour les enfants. Exactement. La situation. Bien sûr, bien sûr. Voilà, uniquement pour les enfants. Les mesures pour les enfants ne sont jamais définitives, que ce soit le mode de garde ou les mesures financières. La prestation compensatoire, une fois qu'elle a été décidée à l'amiable ou au contentieux, on ne peut pas revenir dessus. Vous avez une procédure d'appel, mais une fois que la décision est définitive, c'est terminé. Bonjour à toutes, Maître Manon Esther, je suis également avocate au sein du cabinet Eiffel Avocat. Je vais vous présenter un aperçu de la fiscalité de la famille. C'est pas la partie la plus simple objectivement, mais je vais essayer d'être le plus pragmatique en essayant de vous donner des exemples concrets. Donc, c'est un domaine où le droit fiscal croise très concrètement la vie personnelle, que ce soit dans le cadre du mariage, de la séparation, les enfants, la succession. Autant de moments de vie qui ont aussi d'importantes conséquences fiscales et qu'on va essayer d'aborder le plus simplement possible. Première étape, concernant l'imposition, en plus c'est parfait parce que c'est la période actuellement, qui et quand est-ce qu'on commence à déclarer nos revenus ensemble? Premièrement, en fait, pour cela, il faut être soit pacsé, soit marié. Les concubins continuent de réaliser des déclarations distinctes. Et à partir de quand, finalement? Parce qu'on ne se marie pas tous un 1er janvier, on pourrait bien se marier un 30 juin ou un 25 mai. En réalité, on va faire rétroagir cela au 1er janvier de l'année du mariage ou du Pacs. Par contre, en séparé jusqu'à cette période-là. En fait, dans ces cas-là, c'est principalement pour le Pacs surtout, mais on fait 2 déclarations en réalité. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une première déclaration qui va concerner les premiers revenus et ensuite de ça, il va y avoir celle pour les seconds revenus. Mais c'est principalement pour le Pacs. Pour le mariage, l'administration fiscale, il faut même parfois leur envoyer un courrier. Ah oui, excusez-moi. Concernant autre chose, avant que je passe au devoir de secours et à son imposition, je voudrais revenir sur un autre type d'impôt qui est l'impôt sur l'IFI. Car là, il y a une petite particularité. En réalité, je viens de vous dire que les concubins déclaraient séparément. Néanmoins, les concubins notoires vont être assujettis. Donc, l'IFI, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, l'imposition sur la fortune immobilière. Là, au-delà des époux, au-delà des partenaires de Pacs, les concubins, mais les concubins notoires, et c'est toute cette définition-là qui a toujours une certaine particularité. Qu'est-ce qu'on entend par notoire? Est-ce que c'est 10 ans de concubinage? Est-ce que c'est 2 ans? On ne le sait pas vraiment. Il y a la jurisprudence et c'est un gros contentieux parce qu'on n'a pas forcément envie de payer l'impôt sur la fortune immobilière dans la mesure où, à l'inverse, on ne peut pas déclarer nos revenus ensemble et bénéficier de ce qu'on appelle les 2 parts. Donc, le devoir de secours a précédemment été exposé par Maître Joannelia. Et avant d'expliquer comment c'est déductible, etc., j'aimerais qu'on fasse juste un petit point sur la différence justement entre la déduction fiscale et la réduction d'impôt. Parce que c'est 2 éléments qu'on entend très souvent, des notions qui potentiellement se recroisent et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire et pourtant ça a une importante distinction. La déduction fiscale, c'est une somme qui va être retirée de votre revenu imposable. Exemple, vous avez un revenu de 10 000 € et s'il y a une déduction fiscale de 1 000 €, c'est-à-dire que l'impôt sera calculé que sur ces 9 000 € et pas sur les 10 000 € que vous avez perçus. À l'inverse, la réduction d'impôt est une réelle réduction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va déduire une somme du montant de l'impôt que vous aurez dû payer. En réalité, par exemple, vous auriez dû payer 5 000 € d'impôt, vous n'allez plus en payer que 2 000 ou 3 000 €. Donc, tout va se jouer notamment sur la question du devoir de secours, par exemple. En effet, cette somme va être déductible pour le débiteur.
alors qu'à l'inverse, elle va être imposable sur le bénéficiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la femme qui va percevoir ce devoir de secours va devoir le déclarer comme un revenu dans ses impôts. Et donc, forcément, elle sera imposée dessus. À l'inverse, tout comme la pension alimentaire concernant les enfants, le mari ou le futur ex-mari qui paye le devoir de secours va lui bénéficier. Exactement. Avec des plafonds sûrement. Alors, pour le devoir de secours, c'est vraiment comme un revenu. On va considérer que c'est comme un salaire. Le plafond, ça va arriver pour la prestation compensatoire. Donc, la fiscalité, donc, en cas de séparation du couple, et après, je parlerai de la prestation compensatoire. Quand est-ce que ça se passe quand est-ce qu'on finalement on arrête d'être imposés ensemble, parce qu'on a vu quand est-ce qu'on commençait à être imposés ensemble, mais quand est-ce qu'on arrête? Pareil, c'est pour ça souvent que certaines personnes vont se dépaxer un 31 décembre ou un 30 décembre. C'est pour finir l'année fiscale. En réalité, c'est que souvent ils sont devant un conseiller financier pour que dans ces cas-là, on fasse le même schéma qu'au départ, on fasse moitié-moitié ou qu'on finisse l'année complète fiscale. À l'inverse, pour le mariage, c'est plus souvent dès le 1er janvier de l'année de la séparation et en réalité l'année du divorce. Néanmoins, c'est quelque chose qui se négocie à l'amiable et c'est souvent un point de négociation au moment des divorces qui se passe à l'amiable, de savoir quand est-ce qu'on va arrêter d'être imposés ensemble. Toujours pareil, parce qu'il y a cette question de part que je reviendrai, mais j'expliquerai plus en détail ce qu'est une part et quels sont les avantages finalement là-dessus. Il y a un élément qu'il faut savoir, notamment au moment du divorce, et je pense que c'est très important et que tout le monde ne l'a pas en tête. Le partage du patrimoine, comme on l'a dit, ça peut avoir lieu par une liquidation partage ou finalement, dans le cadre à la fin du divorce, on se répartit ce qu'on va avoir. Il y a ce qu'on appelle le droit de partage. L'État prend 1,10% de la valeur des biens partagés. C'est une somme qui peut paraître anecdotique, 1,10%, mais en réalité, sur des patrimoines où, je ne sais pas, même à 100 000, 200 000, 300 000 euros, tout de suite, ça va prendre en conséquence et c'est l'État qui va avoir cette somme-là. Et il faut quand même avoir la liquidité pour le payer et ce n'est pas toujours le cas quand finalement on récupère un bien immobilier, on ne s'attend pas forcément à devoir payer une somme à l'État. Du coup, la prestation compensatoire qui a été présentée par Maître Suyed, je vais y revenir dessus. En effet, donc comme elle l'a indiqué, il y a plusieurs modalités. Il y a le capital, le fait que ce soit un capital qui peut être échelonné sur plus ou moins 12 mois, une rente sur 8 ans ou un transfert de biens, etc. Et c'est là que la question de la déduction et de la réduction d'impôt va avoir tout son sens. Pourquoi? Parce que si elle est versée en une seule fois et dans les 12 mois, elle est ce qu'on appelle non imposable pour le bénéficiaire. Donc finalement, cette prestation compensatoire ne va pas être considérée comme un revenu, ne va être considérée comme rien. L'État ne va pas venir nous récupérer de l'argent dessus. Et par ailleurs, elle est non déductible pour le payeur. C'est-à-dire que dans ses revenus, on considérera que si par exemple le monsieur a perçu 50 000 euros de revenus, il y a 50 000 euros de ces revenus où l'impôt va venir gratter dessus. Par contre, elle ouvre droit à une réduction d'impôt. Qu'est-ce qui veut dire? Imaginons que monsieur perçoive 50 000 euros de revenus par an. Il va devoir certainement payer un impôt de 5 ou 6 000 euros à l'année. Eh bien, on va pouvoir réduire ces impôts dans la limite de 7 625 euros, ce qui n'est pas rien. Le seul sujet, c'est que en fait, tout le monde ne paye pas d'impôts et que par contre, on ne peut pas faire une réduction d'impôt sur quelqu'un qui paye 0 d'impôt. Donc, voilà. Mais par contre, à l'inverse, pour le bénéficiaire, c'est quand même très, très agréable de savoir que l'État ne viendra pas nous prendre de l'argent sur ce capital qui nous a été versé dans les 12 mois. À l'inverse, si on perçoit cette prestation compensatoire sur plus de 12 mois, elle sera imposable pour le bénéficiaire, tout comme le devoir de secours ou que la pension alimentaire concernant les enfants. Donc, l'État va venir considérer qu'on paye de l'impôt dessus. Et à l'inverse, elle sera déductible pour celui qui la verse. Donc, on va considérer qu'en fait, il faut la déduire de ses revenus. Et donc, l'assiette de l'impôt va être moins importante.
En nature, ça suit exactement le même système. Donc, en nature, qu'est-ce qu'on appelle en nature? C'est le transfert d'un bien immobilier. Elle suit les mêmes règles que concernant le capital. Mais attention, comme je le disais, au droit d'enregistrement à 1,10% qu'il faut également verser si la prestation compensatoire est, par exemple, un bien immobilier. Concernant le domicile conjugal, Maître Elia a expliqué tout à l'heure qu'en effet, le devoir de secours peut prendre la forme en fait, d'une jouissance du domicile conjugal, donc qui peut être une jouissance gratuite. Dans ces cas-là, elle est considérée comme un avantage en nature qui sera imposable pour le bénéficiaire. Donc, certes, c'est très bien, on est content, on a un devoir de secours. Par exemple, on ne paye pas de loyer à monsieur vu qu'on vit dans le bien avec les enfants. Par contre, on sera imposable dessus vis-à-vis de l'État. Et à l'inverse, ce sera déductible pour celui qui accorde ce devoir de secours. Donc ça, je pense que c'est quand même important de le savoir au moment du choix du devoir de secours. Peut-être penser soit à regarder qu'est-ce qui va être plus avantageux d'un point de vue fiscal. Autre élément, alors, ça c'était les modalités pour la prestation compensatoire. Voilà, le quotient familial, je vous l'expliquais, c'est cette histoire de part. Donc, quand on est un adulte seul ou on a une part, on vous présente une part. Quand on est un couple, donc marié ou pacsé, on passe à 2 parts. On a 0,5 parts par enfant, le premier et le deuxième, et au-delà de 2 enfants, donc à partir du 3e, c'est 1 part à chaque nouvelle naissance. Tout va prendre son sens parce que finalement, l'assiette de l'impôt va varier en fonction de ses parts et de ce quotient familial. Aussi, au moment des négociations et au moment du divorce, il va falloir voir comment on s'arrange finalement avec notre ex-conjoint. D'abord parce que les mineurs sont rattachés automatiquement, mais ce n'est pas parce qu'un mineur devient majeur qu'il va quitter notre avis d'imposition. Ils peuvent l'être jusqu'à 21 ans ou jusqu'à 25 ans s'ils continuent des études. Et en fait, qu'ils ne sont pas indépendants tout simplement financièrement. En théorie, en cas de résidence alternée, on va donc se séparer, chacun va faire son imposition de son côté et on va diviser les demi-parts ou parts en fonction de si on a plus de 3 enfants. Ça, c'est aussi un moyen de négociation qu'il faut regarder parce que passer de 5 parts à 1,5 peut avoir des grosses conséquences d'un point de vue fiscal et aussi au niveau de votre niveau de vie. C'est pour ça qu'il y a des simulateurs qui existent ou sinon il faut vraiment se tourner vers un conseil en droit de la famille. Donc, en résidence alternée, il est également possible malgré tout de donner et d'attribuer l'intégralité de cette demi-part ou de cette part aux parents qui supportent l'essentiel des charges de cet enfant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en résidence alternée qu'on est obligé de faire moitié-moitié sur les demi-parts. Concernant la pension alimentaire et la fiscalité, donc la pension alimentaire qui a été présentée par Maître Suède, donc c'est la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ça suit le même régime que le devoir de secours, c'est-à-dire que la pension est déductible pour le débiteur et imposable pour le créancier. Donc, ça va être considéré comme un revenu, au même titre que les revenus et salaires. Et c'est simple, quand on regarde un avis d'imposition, c'est la première ligne, il va y avoir les revenus. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les abattements, etc. Et il va y avoir, pour celui qui verse la pension alimentaire, une ligne moins. Et c'est la pension alimentaire souvent qui verse au titre des enfants. Donc la pension, voilà. Et par contre, si les 2 parents partagent la charge fiscale, il faut savoir qu'il n'y a pas de déduction ni d'imposition possible. Maintenant, on va peut-être regarder un peu plus en détail comment on peut protéger son épargne en cas de divorce. OK ? Alors, tout d'abord, dans l'épargne, on a différents véhicules. Donc, on part d'abord de l'épargne réglementée, qui est la plus classique. Ce qui est important, c'est de se dire, aujourd'hui, de penser à sa planification financière, de penser à anticiper ses besoins. On va penser d'abord livret A, épargne de précaution. À quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à avoir ces petits fonds d'urgence. On va mettre 3 mois de dépenses dans son compte d'épargne. C'est généralement le livret A, c'est 22 500 le maximum qu'on peut mettre, et le livret, le LDDS, c'est 12 500. Aujourd'hui, le taux, il est de 2,4%, mais c'est net d'impôt.
ce qui est important, c'est de penser à ouvrir, avant de divorce, d'ouvrir son compte à soi, à son nom. Et surtout, commencer à avoir la preuve de l'origine des fonds. Hein, selon votre régime de mariage, vous allez avoir donc différents partages. Et si vous êtes effectivement en communauté réduite aux acquis, sur la communauté légale, c'est important de pouvoir séparer tout ce qui va venir de fonds propres et de ce qui va être de fonds partagés. L'assurance vie. Donc, l'assurance vie, c'est l'épargne qui est aussi, qui permet d'être très flexible, qui permet de préparer sa retraite, d'épargner pour ses projets, de transmettre avec ses enfants. Aussi, souvent, vérifier de ne pas avoir de contrats qui ont été en souscription. C'est-à-dire, si souvent en assurance vie, on peut avoir l'opportunité d'ouvrir un contrat au nom de monsieur et madame. Ça va poser problème parce qu'au moment du divorce, vous allez devoir le clore. Donc, pensez à regarder vos contrats et pour ceux qui sont en séparation, de ne pas faire cette erreur d'être toujours en souscription et d'ouvrir un contrat à votre nom. Séparer également les contrats d'assurance vie, ça c'est très important aussi, entre ce qui va être utilisé avec de l'argent de fonds propres et ce qui va être utilisé avec les fonds communs. Ça permet justement de se dire, tiens, surtout quand on est en communauté légale, hein, quand on est en séparation de biens, bon, ça, c'est pas le problème, tout est à vous, tout ce que vous avez ouvert, mais en régime légal, c'est intéressant d'avoir sa propre assurance vie qui va être avec ses fonds propres, parce qu'au moment du divorce, si vous êtes en régime légal, le contrat d'assurance vie va être considéré comme un bien commun et donc va être partagé. Donc, prouver l'origine des fonds, c'est très important. Pensez à avoir des contrats d'assurance vie qui séparent fonds propres et fonds communs. Et autre chose très importante, c'est les bénéficiaires. Dans la clause bénéficiaire, une assurance vie est toujours assortie d'une clause bénéficiaire en cas de décès qui va donc transmettre les fonds aux bénéficiaires. Ce qui est important, c'est de ne pas nommer son époux. On peut mettre mon époux séparé de corps, non séparé de corps, mais si vous avez marqué monsieur untel et qu'il est bénéficiaire, ça peut poser problème au niveau de l'assurance vie. Donc, pensez, parce qu'il pourrait accepter en tant que bénéficiaire cette assurance, et là, vous ne pouvez plus le changer. Donc, regardez bien vos assurances vie, vos bénéficiaires, et surtout, ne nommez pas une personne, mais si vous voulez que ce soit votre conjoint ou votre futur conjoint, que ce soit mon époux non séparé de corps ou non divorcé, ou à défaut mes enfants, vous pouvez faire votre assurance vie, votre clause bénéficiaire qui soit dédiée. Ça, on peut très bien le faire avec un conseiller financier. Plan d'épargne retraite. Alors, le plan d'épargne retraite, ça peut être un peu complexe parce que le plan d'épargne retraite, c'est quelque chose qui est normalement donc acquis, enfin abondé par une entreprise ou en individuel pendant la période de mariage, mais dont vous disposerez après, au moment de la retraite, donc après que vous soyez divorcé. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Le plan d'épargne retraite, lorsque au moment du partage, vous ne pouvez pas casser le plan d'épargne retraite. Il reste couru. Ce qui est vu, c'est d'avoir finalement, quand on est en régime légal, c'est d'avoir ce qu'on appelle une récompense. Voilà. Par contre, le plan d'épargne retraite est toujours très intéressant parce qu'il permet d'avoir cette déduction fiscale chaque année. OK? Donc, compte titre PEA, la même chose, toujours on regarde d'avoir un compte à son nom, d'utiliser ses fonds propres, de séparer l'argent du couple et l'argent de ses fonds propres. En cas de communauté réduite aux acquis, c'est partagé, sauf si c'est un héritage et que c'est prouvé. En cas de séparation de biens, tout est à vous au moment du divorce et la communauté universelle, tout est partagé. L'épargne salariale, c'est toujours dans la même lignée que le plan d'épargne retraite, mais abondé
par les entreprises. Là aussi, il peut y avoir une partie qui est abondée par les entreprises et une partie qui est abondée en abonnement volontaire. C'est considéré la majorité du temps comme un bien commun pendant le mariage, avec une exception près qui est l'article 83, l'ancien article 83, qui était considéré comme un plan d'épargne obligatoire de l'employeur qui, lui, est considéré comme un bien propre. Donc, là aussi, attention, nommez bien vos enfants comme bénéficiaires, regardez les bénéficiaires. C'est très important d'avoir cette vision sur tous vos plans et de bien avoir en tête ce qui est documenté en termes d'abonnement obligatoire, entreprise, individuel ou commun pendant la durée du mariage et de bien faire attention à ses bénéficiaires. Les biens professionnels, il y a des petites astuces qui peuvent être intéressantes d'être mises en place, notamment pour séparer en fait ces biens professionnels du mariage. Des biens communs, c'est la création d'une holding qui serait moins capitalisée, qui détiendrait en fait une SARL, votre entité, et qui permettrait finalement d'avoir le partage se ferait au niveau de la holding et non pas au sein de la SARL. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs, souvent, ça peut être des astuces pour protéger ces biens professionnels. Voilà, donc en fait, là, on a fait un petit tableau récapitulatif de tous les biens d'épargne. Mais ce qui est très important en règle générale, c'est vraiment de commencer à anticiper ses futurs besoins. Donc, calculer son budget, calculer avec les prestations compensatoires ce que vous allez avoir, ce que vous allez avoir besoin et repenser à vos supports d'épargne en termes de planification financière et surtout vous faire accompagner, vous faire aider dans ces périodes-là. Mais en période de préparation, c'est important d'avoir donc cette vision, d'aller chercher vraiment ces origines de fonds et de s'assurer que derrière, vous n'avez pas de risque en fait au niveau de l'incompréhension, au niveau de ces partages et que surtout, que ce soit pour vos enfants et que ce ne soit pas gardé par futur ex-mari. Voilà, donc Evest, on est là pour vous aider, bien entendu. Et je ne sais pas si on a des questions. On a un petit simulateur qu'on a créé en ligne qui permet en fait d'avoir un conseil personnalisé multiproduit, mais qui n'est pas spécifique au divorce, qui est tout simplement spécifique au patrimoine par rapport à ses besoins. Mais en tout cas, écoutez, je pense qu'on a traité pas mal de sujets. L'idée, c'était vraiment de faire une overview générale, mais ce sera, à mon avis, intéressant de refaire peut-être sur un point et de le développer. C'est très important ce que Madame a dit. Il y a une idée qui est fortement répandue, souvent, on pense qu'en résidence alternée, il n'y a pas de contribution à l'entretien de l'éducation des enfants. Et malheureusement, nous, on voit très souvent en consultation des femmes qui sont en résidence alternée et qui ont dit ok, pas de pension alimentaire. Et en fait, la semaine où les enfants sont avec le papa, voilà, je schématise, mais la semaine où l'enfant avec le parent le mieux loti, il peut aller au restaurant, faire des imprévus, ça se passe bien. Et puis la semaine où il est chez l'autre parent, voilà, qui est le moins bien loti, et malheureusement, on ne peut pas faire trop d'extra, on ne peut pas faire des choses qui ne sont pas prévues parce qu'on est serré financièrement, qu'on a accepté qu'il n'y ait pas de pension alimentaire, parce que souvent, il y a cette pression financière qui pense que quand il y a une résidence alternée, il n'y a pas de pension alimentaire. Il faut vraiment ne pas hésiter à bien se faire conseiller parce que ça peut radicalement changer votre vie. Et voilà, je parle, parce qu'il y a beaucoup de clientes qui ont la boule au ventre la nuit parce qu'elles se disent comment on va terminer les fins de mois, comment est-ce qu'on va pouvoir faire des activités à nos enfants qui ne sont pas prévues, les anniversaires, ça. Donc, il faut vraiment essayer d'anticiper un maximum, de faire, comme Anne-Laure a dit, d'essayer d'anticiper. Il faut évidemment faire un tableau avec essayer de faire une espèce une photographie de chaque mois, votre revenu, ce que vous avez, et puis d'essayer Alors, justement, les dépenses incompressibles, ce que vous avez besoin pour vivre, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Puis à la fin du mois, en fait, de voir avec combien vous vous retrouvez pour essayer de calculer au mieux et de ne pas se faire imposer des situations ou
ou aboutir voilà, à des situations qui ne sont pas vivables. Voilà. On a un simulateur de budget qui est disponible sur le site, qui vous permet d'avoir, en fait, de calculer vraiment toutes vos dépenses, votre incompressible, et d'avoir vraiment un petit camembert. Ça, on pourra effectivement bien regarder pour effectivement le proposer, parce que ça, c'est le b.a.-ba. En fait. Il est sur notre site et dans la communauté. Ça, c'est le b.a.-ba, voilà, de savoir où on va. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a posé les chiffres et qu'on se dit, voilà, l'école, ça coûte tant, les activités extrascolaires, ça coûte tant, le permis de conduire, ça coûte tant, parce que évidemment, plus les enfants grandissent, plus les enfants approchent de la majorité et plus ça coûte cher. Et puis, il faut anticiper. Justement, sur le fait de la résidence alternée, certes, il est quand même répandu l'idée qu'on ne peut pas de pension alimentaire. Voilà. Sauf qu'il ne suffit pas de donner à manger aux enfants. Bien sûr. Voilà. Et il y a l'école, les habiller, etc. Bien sûr. Donc, si les parents jouent le jeu en disant on partage les frais, mais s'il y en a un qui ne joue pas le jeu, de réhabiller. Il y a une sous-question dans votre question. En fait, il faut bien distinguer quand vous êtes en résidence alternée, donc il y a la contribution entretien et éducation des enfants, la pension alimentaire, et il y a tout ce qui est frais annexes qui n'est pas compris dans la pension alimentaire. Donc, vous avez par exemple, il y a le débat, un énorme débat sur la cantine, les frais de cantine. Par exemple, on ne sait jamais si c'est compris dans la pension alimentaire ou si ça fait partie des frais annexes. Donc, il faut vraiment essayer de tout prévoir au maximum pour éviter les déconvenues. Et donc, on maintient, voilà, qu'en pension alimentaire, en résidence alternée, il faut bien qu'il y ait une pension alimentaire pour la maman, pour les enfants, pour qu'ils soient mieux, pour effectivement, s'ils ont envie d'aller se faire un cinéma, que ce ne soit pas un problème. Et puis, tous les frais annexes qui ne sont pas compris dans la pension alimentaire, comme le permis de conduire, les voyages linguistiques, en fin d'année, la colonie, qui sont des budgets et des postes importants dans la vie d'une femme ou d'une maman. Est-ce qu'il y a des barèmes pour déterminer le niveau de dépenses? Parce que c'est un peu affaire d'appréciation. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut emmener l'enfant une fois au restaurant par semaine. C'est un minimum. On peut annoncer une fois par mois. On peut avoir une exigence de niveau. Le magistrat va regarder l'usage. Le magistrat va regarder la pratique. Pour du train de vie que vous aviez aussi pendant le mariage. Si vous arrivez à démontrer que vos enfants faisaient de très belles vacances, partaient dans des clubs de vacances luxueux, etc., vous aurez une pension alimentaire plus conséquente. Le juge tient compte de ça. Oui, voilà. Après, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence, bien sûr. Pareil pour la prestation compensatoire pour l'épouse. C'est pareil. Non, c'est pas du tout la famille, c'est pas du tout des critères standards. C'est vraiment très précis. On va essayer, voilà. L'idée, c'est que l'enfant ne soit pas impacté par le divorce. Donc, on va regarder. On ne voudra pas, par exemple, qu'un enfant qui a l'habitude, je sais pas, de fréquenter des clubs de sport UP, puisse, l'année du divorce, ne plus aller dans ce club de sport puisque le papa dit ou la maman dit non, il n'y a plus question. On va regarder avant tout le bien-être de l'enfant, l'intérêt de l'enfant pour essayer de maintenir une stabilité et ne pas trop l'impacter au niveau de ses habitudes, de son environnement familial, environnemental et sociétal. Bien, en tout cas, merci à tous. Et on vous souhaite une bonne soirée et merci à tous ceux qui étaient présents en ligne et à très bientôt pour d'autres ateliers. Voilà, je crois que les prochains ateliers, ce sera... On va en faire un sur le private equity. Je pense que c'est un petit peu différent. Merci.